Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un de ces sujets qui semblent complètement inutiles et qui, du coup, sont rigoureusement indispensables. C'est un peu l'esprit du blog, tu savais ça, d'ailleurs. On va se demander pourquoi les blasons du Moyen-Âge sont de véritables ménageries. Des lions, des aigles et même des dragons. Mais qu'est-ce que tout ce bestiaire vient faire là? Voilà, la question est posée. Franchement, quand on regarde les armoiries de l'époque, on a l'impression d'ouvrir un livre de contes. Sauf que derrière ces images, il y a une logique, une vraie logique super fascinante. Allez, on plonge ensemble pour décoder ce langage un peu secret. Bon, pour commencer, il faut bien se mettre en tête que ces animaux, ils n'ont pas été choisis au pif, juste pour faire joli. Non, non. Tout ça fait partie d'un système hyper structuré, un véritable code visuel qu'il faut apprendre à déchiffrer. Et ce système, ça s'appelle l'héraldique. C'est un peu comme une carte d'identité visuelle de l'époque. Chaque élément, que ce soit une couleur, une forme ou bien sûr un animal, ça avait une signification bien précise. C'était la clé pour comprendre qui était qui. Et le truc qui est vraiment essentiel à comprendre, c'est que dans une société où la plupart des gens ne savaient pas lire, ces symboles, c'était un langage universel. Tout le monde pouvait reconnaître un lion ou un aigle et donc piger tout de suite à qui il avait affaire. C'était tellement plus efficace qu'un nom écrit sur un bout de parchemin. Allez, on passe au cœur du sujet. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire, ces animaux? Chaque bête était choisie pour ce qu'elle représentait. Ça pouvait être une qualité, une façon de montrer sa puissance, ou même une référence à une vieille légende. Et c'est là que ça devient passionnant. On voit comment un seigneur pouvait en quelque sorte faire sa propre pub. En choisissant un lion, il ne disait pas « j'aime les gros chats », il criait au monde entier « regardez-moi, je suis courageux, fort et royal ». Le sanglier, lui, c'était pour afficher une combativité féroce. Et le chien, évidemment, la loyauté, la fidélité. C'était une vraie revendication de ses propres qualités. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Pour vraiment se la péter, certains choisissaient des animaux super rares, comme le léopard ou l'éléphant. C'était un peu l'équivalent médiéval de débarquer en voiture de sport, quoi. Ça montrait qu'on avait les moyens, qu'on avait voyagé, bref, qu'on était quelqu'un d'important. Et alors, pour ceux qui voulaient vraiment marquer les esprits, il y avait le niveau au-dessus, les créatures fantastiques. Un dragon, ça n'évoquait pas juste la force, c'était une puissance presque divine, invincible. Le griffon, mi-lion, c'était le symbole du pouvoir absolu. Et la licorne, bien sûr, le signe d'une pureté quasiment intouchable. L'imaginaire s'invitait directement sur les boucliers. Mais attention, au-delà de tous ces beaux symboles, faut pas oublier que les armoiries, ça avait une fonction très concrète. Une utilité même vitale, surtout dans le chaos des champs de bataille. Imaginez la scène, un champ de bataille au Moyen-Âge. C'est le bazar, ça crie de partout, tout le monde porte une armure. Comment savoir qui est de votre côté? Eh bien, grâce au blason. Un animal simple, bien dessiné, comme un lion debout ou un aigle à deux têtes, ça se repérait de très loin. En une fraction de seconde, hop, on savait qui était l'ami et qui était l'ennemi. C'était une question de survie, purement et simplement. Il y avait aussi une utilisation beaucoup plus maligne, presque un jeu de mots visuel, ce qu'on appelait les armes parlantes. Le concept est génial, c'est une sorte de rébus pour qu'on se souvienne facilement du nom d'un lieu ou d'une famille. Regardez ces exemples, c'est parfait. La ville de Lyon, facile, un lion. La ville de Berne en Suisse, elle a un ours sur son blason, parce que Bär, ça veut dire ours en allemand. C'était un moyen mnémotechnique super efficace, une sorte de logo avant l'heure. Et c'est là que toute cette histoire médiévale nous rattrape. Parce que cet héritage, il est loin d'être mort et enterré. En fait, il est absolument partout autour de nous, dans nos symboles les plus modernes. Tenez, le lion, symbole de la royauté par excellence, il est encore fièrement planté sur les armoiries de pays comme l'Angleterre ou la Norvège. Sa signification, elle, n'a pas bougé d'un poil en des siècles. Pareil pour l'aigle. Il incarnait l'autorité impériale au Moyen-Âge. Et aujourd'hui, c'est l'emblème de nations hyper puissantes comme l'Allemagne ou les États-Unis. La continuité est juste frappante. Et pour un exemple encore plus fou, l'animal national de l'Écosse, c'est la licorne. Oui, une créature mythique, symbole de pureté et de puissance qui représente encore aujourd'hui toute une nation. C'est incroyable, non? Alors voilà, la prochaine fois qu'on verra le logo d'une équipe de sport avec un animal féroce ou le blason d'une université, il faudra se souvenir que toute cette tradition, elle vient tout droit du Moyen-Âge. Ce langage visuel, loin d'être un truc inutile, continue de forger nos identités. Pour finir, il y a une vieille maxime héraldique qui résume tout ça à la perfection. Elle dit que la force d'un symbole, c'est sa clarté. Un seul animal puissant est bien plus efficace qu'un tas de signes compliqués. C'est une sacrée leçon de communication qui est toujours d'actualité. Et cette leçon nous laisse avec une petite question pour notre monde actuel, saturé d'images. À l'heure des logos complexes et des pubs dans tous les sens, est-ce qu'on n'aurait pas un peu oublié que la plus grande force, parfois, c'est juste un seul symbole, clair et puissant? À bientôt pour une prochaine info.